Je pensais venir assister simplement pour vous saluer, pour vous encourager dans votre travail. Je suis Marine Sakilia, élue au Congrès à Province-Sud, élue Union calédonienne, FLNKS. À ma gauche, vous savez, Luc Tournamien, que tout le monde connaît, c'est un militant de l'Union calédonienne. Simplement, bonjour. Bonjour, on salue le comité organisateur ici, le collectif Solidarité 67 et 68. Merci pour le travail que vous faites. Je vais laisser la parole à Luc, c'est lui qui va faire notre geste pour rentrer ici avec vous. Bonjour tout le monde. Donc oui, moi je m'appelle Luc Tournamien. Je viens du pays, Kanaki, Nouvelle-Calédonie. Je vais faire devant tout le monde ce que le petit geste qu'on fait habituellement chez nous. Même si je suis européen, je vis depuis 40 ans dans ce pays, en Kanaki. Et on suit ces chemins coutumiers qui sont très importants pour nous. Donc ce petit geste qui est là, sur la natte, c'est normalement d'habitude ça va être une natte, une dressée. Là j'ai pas le manou. Le manou il s'est un peu transformé avec le contexte, ça va peut-être bien en drapeau kanaki. Et moi je ne sais pas tresser les nattes, mais j'ai essayé de dresser des mots. Et j'ai dressé les mots que je vous ai mis sur le petit geste là du livre pour le pays écrit avec la petite monnaie. C'est comme ça qu'on dit bonjour chez nous, c'est comme ça qu'on demande à rentrer. Et c'est pour ça que je demande humblement aux personnes qui nous accueillent de nous recevoir. Je demande l'ouverture de la porte et on vous remercie surtout de tout cœur parce que vous faites un travail énorme et magnifique ici. Et tout ce que vous faites là, sachez bien que ça touche au cœur directement le pays parce que c'est retransmis, c'est répété, c'est amplifié. Et avec la façon kanak, vous pouvez être sûr qu'il y a des centaines de familles qui vont savoir ce que vous faites ici aujourd'hui et qui vont voir qu'il y a du monde. Et donc, en plus de remercier l'organisation pour ce magnifique travail de solidarité que vous faites entre vous ici, pour cette présence que vous avez ici, je remercie aussi beaucoup les gens qui sont assis, qui nous écoutent, qui viennent ici en solidarité ou pour comprendre, pour avoir des explications, pour voir un petit peu les coutumes, les traditions kanak et de la lutte au pays. Et vous constatez que dans les indépendantistes, il n'y a pas que des Kanaks, il y a aussi des Européens et d'autres ethnies également. Parce que ce qu'on veut, c'est construire un pays tous ensemble. Mais on l'expliquera tout à l'heure. Merci. Bonjour tout le monde, bonjour camarades, au nom du collectif 67 et 68. Alors, ce matin, je voudrais dire un mot à Luc pour répondre au geste. Chez nous, on fait toujours un geste pour dire bonjour, pour dire demander que Luc l'avait expliqué. Alors lui, il nous donne, nous, on lui rend ce bonjour. Nous, tu nous as donné un drapeau et un livre que tu as tissé. Nous, on va lui donner une natte que nous avons fait ici. Et c'est la natte que nous avons tissée ici, c'est tous nos camarades qui sont aujourd'hui avec nous pour soutenir nos combats et soutenir nos prisonniers politiques. Alors, on a fait un échange. Tu as tissé un livre où c'est écrit. Nous, on a tissé une natte avec des camarades qui sont là, qui vont être encore là ce soir pour nous aider pour la solidarité de ce combat que l'on mène au pays.
Voilà, nous vous disons merci aussi parce qu'il faut venir nous aider pour expliquer à nos camarades qui nous sommes, qui est le peuple kanak. Ces prisonniers qui sont là, qui sont-ils, d'où ils viennent, leur culture. Alors ce matin, avec vous, on vous dit merci d'être venus et de prendre la parole tout à l'heure pour nous aider. Alors au nom du collectif 6, 67 et 68, merci encore d'être avec nous. Et merci à vous d'être venus ce matin. Merci. Venez vous asseoir, les intervenants, on va commencer. Alors, je ne me suis pas présentée, moi je m'appelle Isabelle Atuer, je fais partie des organisateurs du collectif de Strasbourg. Alors ici c'est plutôt horizontal, il n'y a pas de chef. Donc vous avez compris, on est le collectif Solidarité pour la Kanaki du 67 et 68. Parce que nous, Kanak, avons réunifié l'Alsace. Et donc c'est avec beaucoup de respect et d'humilité que nous vous remercions de votre présence aujourd'hui pour écouter parler de la situation de la Kanaki. Comme vous le savez, depuis le 13 mai 2024, le paysage de la Nouvelle-Calédonie Kanaki a changé à cause d'une insurrection. Et cette insurrection, elle est liée à une loi qui vise à rendre minoritaire le peuple kanak et aussi les communautés calédoniennes dans les instances décisionnelles du pays. Et donc aujourd'hui, le contexte politique, social, économique en Kanaki est au plus bas et le lien de confiance avec l'État est rompu. Aussi, pour comprendre la situation en Kanaki, il faut comprendre la relation de domination que la France exerce sur la Kanaki sous le prisme du colonialisme. L'État colonise pour étendre son territoire, elle va y imposer sa culture et elle va aussi profiter des richesses de ces territoires. Et la colonisation peut prendre différentes formes. Mais de manière générale, elle va soumettre un peuple par l'exercice de la force ou par des procédés de manipulation. En Kanaki, le procédé principal est la colonisation du peuple nu. Donc on va chercher à rendre minoritaire le peuple par différents stratagèmes et puis ensuite on va l'inviter à voter. Donc on va faire une petite expérience pour vous expliquer tout simplement comment ça se passe, la colonisation de peuplement en Kanaki. Alors pour ça il nous faut un colonisé. Et pour l'expérience on va choisir un Français bien blanc pour jouer le colonisé et on va avoir des colonisateurs. Donc les colonisateurs, ce sont les Kanaks. Donc Alexa va jouer l'expérience et il va nous falloir un enfant. Tu veux jouer l'expérience? Non? Youssef? Ouais, il va falloir un enfant. Bon, on a oublié qu'il nous fallait un petit enfant. Et donc pour l'expérience... Ah, il est là, merci. Oui, il est là. Viens t'asseoir, toi, Youssef. Ah, bah on a deux enfants. Allez, asseyez-vous. Alors, pour débuter l'expérience, il nous faut des bonbons. Parce qu'il faut un intérêt. Et l'intérêt ici, c'est les bonbons pour les enfants.
Et on va partager les bonbons. Avant de partager les bonbons, on va les donner à Gabriel, c'est lui qui va le faire. Non, c'est pas nécessaire, sinon ça marche pas. Les ressources ne sont pas inépuisables. Voilà. Donc, voilà, il nous faut des ressources épuisables. Donc, ce sont les bonbons. Gabriel va jouer le colonisé. Donc, lui a les ressources. Et puis, moi, Alexa, Manu allons jouer. Et pour mener à bien l'expérience, il faut que Gabriel fasse une promesse à ses enfants. Salut Léo, ça c'est nos bonbons. Je t'en donnerai plus tard. Quand tu seras un peu plus grand que ils seront pour toi plus tard. Oui, pour toi aussi, pour tous les deux. Non mais attendez, plus tard. C'est pour plus tard. Salut Gabriel, je peux avoir un mot. Salut Gabriel, je peux avoir un mot. Bienvenue chers visiteurs. Écoutez, j'en ai plein, donc je vous en donne un. C'est le partage. C'est comme ça qu'on fonctionne chez nous. Tenez. Bonjour Gabriel, je vais avoir un bonbon. Je me sens dessus. Écoutez, là j'en ai plus beaucoup et normalement ils sont pour mes enfants. J'en ai déjà donné une à votre ami là, qui est venue sur son bateau. Il faut que tu me donnes un bonbon. Mais vous l'avez pris de force là, madame. Mais zut alors. Bonjour Gabriel. Bonjour. Est-ce que tu peux me donner des bonbons s'il te plaît? Ah non, c'est mort. Non, j'en ai plus que 2, c'est pour moi et mes 2 enfants. Mais je peux t'en ramener beaucoup, moi, des bonbons. Non, Donne-moi ça. non, c'est... Vous me rapportez, hein? Oui, je t'en rapporte, J'ai besoin d'un deuxième bonbon. Non mais vous rigolez? Vous rigolez, c'est mon dernier bonbon, vous m'avez déjà tout piqué, vous êtes qui vous? Bon, alors, écoutez, comme il ne veut pas nous donner de bonbons, ce qu'on va faire, on va voter démocratiquement. Qui est d'accord pour que Gabriel nous donne un bonbon? Ah, je suis pas d'accord. Non. Très bien. Bon, Gabriel, tu vas devoir nous donner le dernier bonbon. Et il va falloir expliquer à Youssef que tu ne peux pas lui donner de bonbon. Pourquoi je dois vous le donner? Alors, tu nous le donnes parce que maintenant on est 3 et qu'on est plus fort. Et que si tu n'es pas d'accord, on va t'envoyer l'armée. Youssef, je suis désolé, j'ai plus de bonbons à te donner. Ils ont tout pris, elles ont tout pris. Il n'y a plus rien pour. Soi-disant, c'est la démocratie. Ils ont voté, elles étaient plus nombreuses que nous. Je suis désolé, j'espère que tu m'en veux pas. Comment tu te sens, Yo-Yo? Tu te sens comment? Bon, il est en train de se cacher. On va arrêter le jeu, Youssef, tu peux venir chercher des bonbons avec Gabriel. Voilà, c'est comme ça. La colonisation de peuplement, c'est ce procédé. On va venir, on va prendre des ressources jusqu'à ce qu'elles soient, jusqu'à ce qu'on ait envie d'arrêter. Et puis, après, il va y avoir des répercussions sur les enfants. Donc l'attitude des enfants, là, ils sont assez sages, je pense parce qu'il y a du monde. Mais dans un cercle plus restreint et plus fermé, la réaction des enfants, c'est le 13 mai. C'est l'insurrection, c'est l'incompréhension d'être dépossédé d'une promesse et d'un héritage. Voilà. Donc maintenant, on va commencer, on va rentrer un peu plus dans le vif du sujet. Et pour ça, on va parler du peuple kanak. On va donner la parole à Emmanuela pour nous parler du peuple kanak. Aujourd'hui, pour vous parler de qui sommes-nous. Parce que le 13 mai, il y a eu un soulèvement dans mon pays. Et il y a eu des déportations de prisonniers dans l'Hexagone.
Alors on est ici aujourd'hui pour vous expliquer que le fait de les déporter, de les expatrier de leur pays, ça les déracine de leur culture, des femmes et des hommes, de leur famille, de leur clan, de leur chefferie et de leur pays. Alors on veut vous expliquer pour vous dire que le peuple kanak a existé, qu'il a ses cultures, sa coutume, que le peuple kanak, nous on nous dit que nos ancêtres les Gaulois, non. À 22 000, on nous parle de ça à l'école. Alors aujourd'hui, on veut dire les Kanaks, ils sont leurs coutumes. C'est un peuple qui vit en communauté. Et là, sur nos photos, mais on va aussi vous parler de nos objets. Que ces hommes et ces femmes qui ont été déportés ont été coupés de leur tradition. Et ça, ça fait mal de penser que c'était coupé. Pour venir à 22 000, pour les faire perdre l'équilibre de leur pays, de quitter leur famille, leurs femmes et leurs enfants. Ces hommes et ces femmes, ils sont leur culture qui sont là. On utilise ces ignames. Les ignames, ce sont des tubercules qui est chez nous, qui est symbolique à l'homme. Alors dans nos cérémonies coutumières, on va prendre un exemple. S'il y a une cérémonie coutumière chez Christian Théen, son clan va chercher des ignames pour utiliser. Chez Breta, chez Steve. Alors en les emmenant ici, on les déracine de leur coutume. Alors la petite igname, on les plante, nous on les cultive en bio. Et on les utilise dans toutes nos cérémonies coutumières, qu'ils soient en deuil, mariage, baptême. L'igname est présent. Et ces ignames sont accompagnés de la nappe. La nappe elle est dressée. La nappe elle est dressée pour c'est des feuilles de palme. Tout à l'heure dans le discours, on disait que eux disaient par les paroles et les écrits. Nous, les femmes disent ces nattes-là pour les liens, pour dire qu'il y a un mariage, ce mariage c'est les tissés, un lien de mariage, d'alliance. Alors pour nos cérémonies, on utilise les nattes qui sont là. Et dans nos cérémonies, on utilise la monnaie, qui est la monnaie kanak. C'est un objet d'échange. Alors, pour nos cérémonies, nos mariages, on utilise la monnaie kanak. Avec les nattes, les mamans tressent des nattes pour accompagner la monnaie kanak, l'igname, le sapin et le cocotier. Alors, on est 8 heures au Canada. Et chacun a sa propre coutume. Et dans toutes nos cérémonies, à la fin, les femmes, les hommes se retrouvent pour partager un repas, partager un bignac qui sont un repas, un menu qui est cuit au four, en terre. Mais comme on est ici, on ne peut pas le faire, on le fait dans une marmite. Mais c'est un repas typique au pays. Alors, pour revenir à quoi, pour dire que le fait de les déporter, ces prisonniers, ça les fait couper de toutes ces traditions. Mais c'est long. Pour expliquer, nous, on vous dit en gros ce que c'est qu'être Kanak, qui sommes-nous? Nous, on appartient à une terre. Et si on nous dit de partir, où est-ce qu'on va y aller? Le Kanaki, c'est notre pays, c'est notre terre. Alors, déporter ces femmes et ces hommes à 22 000 km loin de leur terre, c'est une amnistie pour nous. Alors on est là pour expliquer. Ils vont continuer, les intervenants vont continuer dans cette émission de Merci.
Ok. Alors, c'est Jean-Marie Tjibaou, c'est notre leader. Nous sommes des hommes. Nous sommes des hommes ayant une culture. Et cette culture est... Si nous voulons faire Mélanésie à devenir, c'est pour que les gosses sachent qu'il y a une culture dans ce pays. C'est pour que nos amis européens qui sont là sachent aussi que nous sommes des hommes. Nous sommes des hommes ayant une culture. Et cette culture, il faut la montrer. Si on ne la montre pas, on pense qu'on n'existe pas. Alors ce discours-là, c'était en 75, si je ne me trompe pas. C'est pendant la festival 2000, ou Mélanésie 2000, où tout a commencé pour la récolte des danses, des chants traditionnels de Boutou. Alors c'est notre culture. Alors c'est Jean-Marie Tjibaou, notre leader, c'est lui qui a fait ce premier travail de recherche approfondi pour que le festival de musique se fasse. Alors pour montrer au peuple, aux Français, aux Kadosh qui sont là, aux personnes qui arrivent au pays, pour dire que oui, nous, on existe. On existe, on est là, on a nos cultures. Nos cultures, nos danses. Voilà, c'est la vidéo. Merci. Merci Manu. Donc ce qu'on retient de ta partie, c'est la culture du peuple kanak, une identité. Mais on peut parler aussi de ces cultures. Ça résonne un petit peu, je vais un peu reculer le micro, c'est mieux comme ça? Ouais. Alors moi je vais parler des premières implantations du colonialisme au Kanaki. Un peu sans transition, bon c'est pas grave. Les premières implantations, c'est déjà la première implantation, c'est 1774. Donc c'est le premier Européen qui est arrivé en Nouvelle-Calédonie, enfin en Kanaki. Il a rebaptisé l'île New Caledonia en référence à Caledonia qui est sa terre natale en Écosse. Donc c'est déjà les premiers signes des rapports de domination et des rapports de domination qui vont continuer jusqu'à aujourd'hui et notamment jusqu'en 1853 à la prise de possession nulle, caduque et non avue de la Nouvelle-Calédonie par la France. Et donc pour aller plus en profondeur, il faut comprendre que la France a été l'un des plus grands systèmes de centres de concentration d'êtres humains au monde, et cela est passé par le bagne. Donc on envoyait des gens en Nouvelle-Calédonie par bateau pour les oublier, pour s'en débarrasser, parce que voilà, ces personnes-là, pour certains, commettaient des délits avec des comportements délictueux, ou bien par rapport à leurs opinions politiques aussi. Donc quand c'était lié aux politiques, on les appelait des déportés. Donc les gens qu'on envoyait dans un bateau et en prison en Nouvelle-Calédonie, ce sont les déportés. Les transportés, ce sont ceux qui ont commis des crimes. Donc ça peut être du crime jusqu'au délit. Eux étaient mis dans le bateau et envoyés en Nouvelle-Calédonie. Puis la dernière catégorie, ce sont les relégués. Et donc c'est important de faire la distinction parce qu'aujourd'hui, on parle de déportés, de 7 déportés en France. Bon, pour nous, il y en a plus, bien entendu, hein, de déportés, donc ceux qui ont été enfermés pour des opinions, pour leurs opinions, et par rapport au sujet politique. Et puis, il y a les transportés, donc ceux qui sont envoyés. En Calédonie, à cette époque-là, il y avait aussi les relégués. Donc les relégués, c'est ceux qui commettaient des petits délits, mais parce qu'ils récidivaient, ils étaient envoyés en Calédonie, ils devaient purger une peine, puis ensuite, ils devaient terminer, ils avaient interdiction de revenir en France. Donc ils étaient obligés de rester en Nouvelle-Calédonie. Et pour rester en Nouvelle-Calédonie, il fallait cultiver des terres. Il n'y avait rien à cette époque-là. Les Bagnards avaient construit leur propre geôle de leurs propres mains. Et donc, quand ils sortaient de ces geôles, ils cultivaient des terres, et ces terres-là étaient des terres qui ont été spoliées aux Kanaks, et les Kanaks, on les avait envoyés dans des réserves, donc dans des zones montagneuses où cultiver est difficile. Et je parle au présent parce qu'aujourd'hui, toujours,
des Kanaks sont encore dans des zones un peu reculées, éloignées des terres qui ont été spoliées pendant la colonisation pénale. Louis-José Barbesson, qui est un historien calédonien, va dire en Nouvelle-Calédonie, il y a toute une société issue du bagne. Alors c'est intéressant parce que ça veut dire que une société issue du bagne, c'est que à ce moment-là, à cette époque-là, moi je parle plus pour aujourd'hui, mais je parle surtout avant les années 80, il fallait vraiment distinguer cette société issue du bagne de la société canale. C'est-à-dire les indigènes, voilà, ils sont à côté, et puis de l'autre côté, on a toute cette population de souches anciennes d'origine européenne qui, 5 générations après, sont encore aujourd'hui en Nouvelle-Calédonie et ont une légitimité. Or, le peuple kanak lui-même a une légitimité. Pourquoi est-ce qu'on parle de légitimité? Parce que ces gens-là ne pouvaient plus rentrer chez eux. Voilà. Ils avaient perdu leur identité. Alors, il y a d'autres personnes aussi qui vont favoriser la colonisation du peuplement. Ce sont les travailleurs engagés. Donc, parmi les travailleurs engagés, il y a des personnes qui viennent aux alentours de la Nouvelle-Calédonie. Ils étaient venus pour travailler. Eux aussi vont être soumis au code de l'indigénat, donc ils n'auront plus le droit de rentrer chez eux non plus. Ils vont être exploités. Ces gens-là vont... Enfin, par exemple, il y a l'exemple des Indonésiens. Pour vous dire que le contexte est compliqué. Il y a les Indonésiens, par exemple, quand ils sont arrivés en Nouvelle-Calédonie, c'était 140 hommes pour 23 femmes. Ça veut dire une femme pour 4 hommes. Ce qui est absolument terrible. Et moi, je ne vous dis pas ça pour parler de tout ça comme ça, mais c'est parce que tout ça aura une incidence sur l'histoire de la Nouvelle-Calédonie pour qu'on arrive jusqu'à aujourd'hui. Voilà. Et nous sommes encore à la fin du 19e siècle. À Taïb, les Kanaks vont être en colère parce qu'eux sont dans une réserve. Eux aussi sont soumis au code de l'indigénat. Ça veut dire qu'ils ne sont pas citoyens français. Ils n'ont pas le droit n'ont pas la liberté de circuler librement. Et ils vont avoir aussi des impôts à payer, donc on appelle l'impôt de capitation, l'impôt par tête, qui se payait par 10 jours de travail. Il y avait aussi la prestation. Donc les Kanaks, en plus d'être spoliés, en plus d'être privés de liberté, en plus d'être complètement marginalisés de toute la société, reculés, forcément vont être en colère et des révoltes vont éclater. Donc la première révolte en 1978, bon, c'est pas la première révolte depuis la colonisation, mais c'est une des révoltes les plus sanglantes. Donc c'est en 1878. Ataï va conduire les Kanaks à se révolter. La répression va être matée. Le chiffrage après la révolte d'Ataï, c'était 25 000 Kanaks. Et ce chiffre, c'est quand même un chiffre phénoménal, étant donné que quand on chiffre les données avant la colonisation, on peut l'estimer à plusieurs millions de Kanaks avant la colonisation. Et donc après la révolte d'Ataï, c'était 25 000. Après, il va y avoir aussi une révolte en 1917 aussi, pour le service militaire. Donc, ce qui veut dire que le peuple kanak, c'est aussi un peuple qui a toujours été en combat. Et ces combats-là ne vont pas se terminer. Et ce qu'il faut comprendre, c'est aussi qu'à la première moitié du XXe siècle, tous ces bails coloniaux avaient effectivement des bailleurs, mais il y avait aussi une administration autour. Il y avait aussi des colons qui étaient là, mais librement, parce qu'on ne leur avait pas imposé, parce qu'ils n'ont pas été envoyés au bail, parce qu'ils étaient simplement travailleurs. Et parmi ces colons-là, il y a une bourgeoisie qui va fixer les règles, et notamment les règles de la fiscalité. Par exemple, pour vous dire, les conseillers généraux du territoire à cette époque-là, eh ben, ils s'opposaient à toutes les réformes en profondeur sur la taxe sur le revenu, sur la propriété, sur le patrimoine. C'est normal parce que c'est eux qui avaient un revenu, c'est eux qui avaient le patrimoine.
c'est eux qui avaient la propriété. Donc en fait, eux-mêmes, ils ne mettaient pas en place des réformes contre eux. Enfin voilà, donc ça marginalisait la société. Et en plus de ça, entre négociants, parfois on s'exemptait de taxes entre nous. Allez, donc à faire, puisqu'on ne s'impose pas déjà. Donc voilà, ça a fait toute une marginalisation jusque dans les années 80. Bon, avant les années 80, parce que faut savoir que tout ça, ça continue jusqu'en 46 à peu près. 46. Et puis, dans les années 60, il va commencer à y avoir des changements. En 46, la Nouvelle-Calédonie va devenir un top. Les Kanaks vont avoir déjà un peu plus de droits. En 60, on va avoir le premier bachelier kanak. Puis dans les années 60, on va voir le Pacifique se décoloniser. Donc tout ce qui est en partie grisé, ce sont des pays qui ont été décolonisés progressivement dans les années 60. Et la Calédonie, vous la voyez, elle est toujours avec le drapeau français. Elle n'a pas été décolonisée à ce moment-là. Mais en plus de ça, parce qu'il y a des ressources en Nouvelle-Calédonie et parce qu'il y a un intérêt de l'État colonial de s'accaparer la Nouvelle-Calédonie, les politiques en place vont avoir une tendance à inverser le mouvement de décolonisation. Donc de continuer à engager un processus de colonisation. Bien sûr, tout ça, ça ne va pas rester comme ça. Et dans les années 80, tout va un peu exploser. Voilà. La terre. Et la terre, elle est directement liée à la spoliation foncière. La spoliation foncière, elle s'est faite parce qu'il fallait installer des bagnards sur la terre. Donc aujourd'hui, vous avez des descendants de bagnards de 2e, 3e, 4e génération, 5e génération, qui ont une légitimité historique, mais vous avez aussi en face des Kanaks à qui il y a 4 générations, on a volé la terre à leurs arrière ou leurs arrière-arrière-grand-père, et qui eux-mêmes ont une légitimité. Et le fond du problème calédonien aujourd'hui, il est lié à ce moment de départ, à cette origine où le bagne a eu une place, j'allais dire, incontournable et centrale. Le 22 avril 1988, des indépendantistes du Front de libération kanak et socialiste retiennent en otage 16 gendarmes dans une grotte à Ouvéa. Le 5 mai, sur ordre du président Mitterrand, l'assaut est donné. 19 preneurs d'otages et 2 gendarmes sont tués. Au-delà du drame, la prise d'otages d'Ouvéa met en lumière les tensions qui travaillent les sociétés calédoniennes depuis bien longtemps. Elle révèle le mal-être des Kanaks, un mal-être indissociable de l'histoire de la colonisation, indissociable du bagne. Construire des prisons, installer des colonies pénitentiaires, nécessiter la spoliation de l'autre, celui dont l'histoire n'a pas parlé pendant des décennies, le Kanak, le peuple premier dans l'île. Prendre la terre du Kanak était plus qu'un simple vol. C'était la destruction pure et simple d'une identité. La terre, c'est le lieu central qui va donner du sens à la personne. On ne peut pas dissocier le nom et le terroir. Le nom, ça permet de dire « je suis de ». Je suis d'ici. Donc le nom, c'est ce qui nous donne une existence sociale. Non lié à la terre. Il y a une réciprocité forte entre le nom et le foncier. À partir du moment où il y a juste le nom et plus le foncier, socialement on est mort. On n'est nulle part. En 1878, le bagne prend une telle ampleur que de plus en plus de terres sont confisquées aux Kanaks. Les tribus se révoltent. La guerre, conduite par le grand chef Bataille, fera 1000 morts.
800 chez les Kanaks, 200 chez les Français et leurs auxiliaires. Auxiliaires. Voilà. Merci. Alors, bon, ça va pas. Alors là, on a vu un peu la marginalisation de ces différentes sociétés avant les années 80. Je parle de plusieurs sociétés avant les années 80 parce que les choses ont changé. Puisqu'aujourd'hui, on voit les choses maintenant sous un angle à partir d'une communauté de destin, on veut aller vers un destin commun. Il faut savoir, parmi les Bagnards, il y avait aussi des Algériens, et ça c'est important de le dire aussi. Ces Algériens, dans le témoignage, ça n'a pas été partagé, mais qui ont perdu énormément de leur culture, de leur identité, de leur richesse. Et voilà, bon, c'était juste un petit clin d'œil aussi pour eux aujourd'hui. Bonjour, alors aujourd'hui on accueille Luc Tournabien, il est l'auteur de 40 ans d'émancipation pour mieux recoloniser. Luc Tournabien est un militant actif du FLNKS. Alors Luc, pourquoi est-ce que tu as pris part à la lutte aux côtés du peuple kanak, notamment dans les années 80? Bonsoir. Donc moi je suis arrivé de façon très banale en Kanaki, avec un sac à dos et en faisant un tour du monde. J'avais aucun préjugé sur la situation. J'ai enseigné maître auxiliaire parce que c'était pas mon boulot et je devais repartir. Et puis j'ai vu un tas d'injustices qui ont en partie été décrites là. Et quand je suis arrivé en 81, le temps à peine de comprendre la situation, les émeutes, les révoltes ont éclaté en 84 et j'ai décidé non pas de m'enfuir ou de partir tout simplement tranquillement, mais de rester et de prendre fait des causes pour cette rébellion qui, à mon avis, cochait toutes les cases que moi, citoyen français, j'avais dans ma tête de légitimité des peuples à disposer d'eux-mêmes, de non-oppression, de liberté, d'égalité, de fraternité qui était complètement bafouée dans ce pays et ça me stupéfiait. Et donc je suis rentré dans la lutte. Toutes les péripéties sont écrites dans le livre qui est à l'entrée. D'ailleurs, entre parenthèses, rapidement, ce livre est dédié à cette association aujourd'hui, la SPK 67. Et l'essentiel de la recette que si vous achetez le livre reviendra à l'association. Donc dans ce livre, vous avez le témoignage d'un militant simplement qui n'est pas plus haut que ça, mais qui est engagé, qui a fait des centaines et des centaines de réunions, qui décrit comment ça marche le mécanisme du FLNKS, qui décrit aussi les balles perdues qui frôlent ma tête, le camp Est qu'on appelle de triste mémoire, puisque c'est l'ancien local, les anciens locaux de l'administration pénitentiaire de l'époque, et dans lesquels j'ai été enfermé pendant un an, suite à différentes choses que je décris également. J'ai eu des postes de direct dans des comités locaux, etc. Et ensuite, il y a eu les 3 référendums. Ces 3 référendums, je les décris également dans le livre. Mais pour revenir plus précisément à la question d'Isabelle, que je remercie, ainsi que tous les autres pour ce gros travail qu'ils ont fait. En 84, quand je suis arrivé, toutes ces choses-là, ce que demandait le peuple kanak à l'époque, c'était avant toute chose, et c'était exactement le slogan qui était scandé, rendez-nous nos terres sans condition, rendez-nous nos terres sans condition. Leur situation, ils étaient en haut des montagnes, près des cailloux, aux sources des rivières, et tout ce qui était plaine et à peu près plat, c'était des Européens. Voilà la situation. Et ils devaient en plus contourner les terres qui avaient été spoliées pour pouvoir aller à la rivière, pour pouvoir aller au village, pour pouvoir faire des courses éventuellement. Parce que sinon, le colon, il sautait sur son cheval et il allait les fouetter quand il ne leur tirait pas dessus parce qu'ils n'avaient pas le droit de passer sur leurs anciennes terres, il fallait qu'ils fassent tout le tour. Voilà la situation. Quand je suis arrivé, bien sûr c'était plus comme ça, mais il y avait encore énormément de terres spoliées, et grâce à nos actions de cette époque, pendant 4 ans, on en a bavé,
On a eu 80 morts et malgré tout on a réussi à déboucher sur un accord qui a quand même promu la civilisation kanak un peu plus justement qu'avant dans différents aspects économiques, sociaux. Vous avez vu tout à l'heure Madame Nangini qui parlait du festival Mélanésia 2000. Il était en 1975 et il avait la perspective qu'en 2000 il y ait cette émancipation et que les Kanaks puissent être reconnus avec une civilisation authentique, réelle et qui n'en avait pas à piétiner. Voilà, j'ai peut-être été un peu long. Merci. Non, non, c'est très bien, Luc. Alors, tu peux faire rester court? Je pense à la même chose. Non, parce que j'ai encore des questions, donc je peux si tu veux. Alors, s'il y avait deux choses à retenir des années 88, 84 à 88, alors, quelles seraient ces choses? Alors moi ce que je ressens, 84-88, grosso modo pour expliquer, je ne sais pas, je m'excuse auprès de ceux qui sont bien au courant et des Kanaks qui connaissent bien la situation, de répéter des choses qu'ils connaissent par cœur, ils peuvent m'interrompre et me corriger si je me trompe aussi. Pour les autres personnes qui cherchent aussi des informations crédibles, j'espère, sur la situation, eh bien, il y a eu des barrages partout, il y a eu des mairies qui ont été occupées, il y a eu des gendarmeries qui ont été occupées. Il y avait des dizaines de milliers de militants qui étaient sur le terrain pendant des mois et des mois, parfois avec le fusil, parfois sans. On voulait bloquer le pays, bloquer l'économie jusqu'à ce que l'État français donne l'indépendance ou donne en tout cas des accords qui rééquilibrent les choses. Donc en 88, on n'a pas réussi à avoir l'accession à l'indépendance. Edgar Pisani l'a proposé, mais c'était absolument invraisemblable avec le corps électoral. On nous proposait quelque chose qui n'était en fait pas possible, puisque dans les urnes après, on allait certainement perdre vu le rapport des forces. Donc en 88, on est arrivé avec un accord qui s'appelait les accords de Matignon, qui ont en fait été des accords non pas vraiment vers l'indépendance, il y avait un référendum qui était prévu en 1998, mais vers... On crée des écoles, parce que les Kanaks ne pouvaient pas aller à l'école, il y avait très peu d'écoles et en général c'était réservé aux Blancs ou à une petite élite entre guillemets Kanak. Créer des infrastructures différentes, goudronner des routes, donner un peu plus de visibilité aussi dans les médias. Moi, quand je suis arrivé en 81, à la télévision française, on voyait quasiment que des Européens et que des choses faites par les Européens comme si les Kanaks n'existaient pas. Ça a évolué aussi. Il y a eu ensuite la création du centre Jean-Marie Chibarou, qui est un lieu culturel très important pour ceux qui sont allés au pays. Et voilà ce qui a été gagné. Donc il y a eu quand même une montée en puissance de l'économie chez les Kanaks, du développement de l'instruction, premiers diplômés qui sont arrivés en 1962, etc., avec des premiers bacheliers, c'était un miracle. Quand j'étais à Thio, 3000 habitants, 0 bachelier. Voilà, là où on est arrivé ensuite. Et quelles ont été les ambitions alors, parce que la révolte a été... il y a eu une très forte répression dans les années 84, donc la question c'est quelles ont été vos ambitions militantes? Ce que je disais tout à l'heure, c'est restitution des terres, et là il y a eu une énorme réforme foncière qui a redistribué beaucoup des terres. Par contre, la situation actuelle, elle est toujours avec les terres, qu'il y a l'égalité des terres entre les Européens et les Kanaks qui sont un peu différenciés comme ça. Comme c'est un peuple qui est reconnu par l'ONU comme en voie d'émancipation, on a le droit de faire des différenciations et de dire une ethnie a ceci, une autre ethnie ont cela. Ça peut choquer certains Français, mais c'est parce que le peuple autochtone a un droit à son indépendance et que donc il est considéré comme un peuple spécifique. Donc on doit mesurer l'évolution. La France a l'obligation de transmettre à l'ONU des informations sur l'évolution vers plus de justice et vers son émancipation du peuple kanak. Voilà. Et donc il y a eu beaucoup d'améliorations, mais on reste encore avec une égalité de terre entre les Kanaks et les autres composantes de la société, alors qu'en fait les Kanaks sont plus nombreux sur ces terres et que donc chacun individuellement en a beaucoup moins que ce que peuvent avoir encore les colons qui ont souvent des propriétés de plusieurs milliers d'hectares avec un élevage extensif de bétail, ce qui est une grande richesse perdue parce que le pays se développe peu. Il est essentiellement managé par des grosses puissances financières qui préfèrent beaucoup l'importation
parce que ça donne des marges et une certitude, une régularité dans l'investissement. Donc on a gagné quand même cette émancipation, cette visibilité culturelle et la perspective d'un référendum qui n'a pas eu lieu en 1998, pardon, n'a pas eu lieu d'accord parti. Les Kanaks avaient conscience, les indépendantistes on va dire en général, parce qu'il y a eu de plus en plus de non-Kanaks qui étaient avec eux, ont pris conscience qu'en 98 que si on allait effectivement faire le référendum, les indépendantistes allaient perdre, parce que le rapport numérique était encore pour leur défaveur. Ils étaient encore une minorité large de la population, et qu'en plus il y avait plus de jeunes chez eux, vous savez qu'il y avait moins de votants de moins de 18 ans. Et la droite avait peur aussi de ça, parce qu'ils savaient que sinon après il y aurait des émeutes puisqu'on allait perdre. Donc d'un commun accord, on a rebondi sur un autre accord qui s'appelle l'accord de Nouméa. Et cet accord de Nouméa, lui par contre, il est fléché directement vers la pleine souveraineté. Ça c'est important parce que la droite et l'extrême droite nous martèlent le contraire. Dans l'accord de Nouméa, qui ne fait que 8 pages, que vous pouvez lire facilement, il est écrit une fois le terme décolonisation, et il est écrit 8 fois le terme, l'expression globale, vers la pleine souveraineté. Donc cet accord de Nouméa devait nous conduire inéluctablement vers la pleine souveraineté. Et l'autre phénomène important pour cet accord de Nouméa qui nous régit toujours au pays, c'est que c'était la France est prête à l'y accompagner. Dans les médias, vous verrez souvent que la France est dite avoir perdu sa neutralité et être maintenant anti-indépendantiste, ce qui est le cas. Mais par contre, ce n'est pas la neutralité qu'elle a perdue, c'est bien plus que ça. Elle était censée accompagner le pays vers sa pleine émancipation. Elle est allée d'abord vers la neutralité, et très vite, quand elle s'est aperçue que le pays allait réellement gagner son émancipation, elle a glissé un certain nombre de pots de banane impressionnantes, dont je fais un peu la liste au fur et à mesure dans le livre aussi. Donc les années 84 à 88 se sont terminées par la grotte Ouvéa, par l'assaut de la grotte Ouvéa. Luc est revenu sur les accords de Matignon, donc ça c'est l'aboutissement des années 88, enfin de tous ces événements. Puis il vous a parlé de l'accord de Nouméa qui, voilà, Luc, si je reprends un peu engage inéluctablement la Kanaki vers sa pleine souveraineté. Au regard des accords de Nouméa, la population a été interrogée sur la question d'indépendance. Donc 3 référendums ont été organisés. Le 3e n'a pas été reconnu ni par l'ONU, ni par les indépendantistes kanaks ou non kanaks, et par l'ensemble des pays du Pacifique. Pourquoi ? Déjà, dans la salle, je suppose que vous avez entendu dans les médias que le 3e référendum était reconnu par l'ONU et que donc c'était terminé. Maintenant, on passait à autre chose. L'accord de Nouméa était fini. Il n'en est rien. Si vous lisez la résolution de 2022, donc après le 3e référendum, l'ONU a demandé la poursuite des transferts de compétences. C'est-à-dire, par exemple, on a eu l'économie qui nous était transférée, théoriquement l'enseignement, mais c'était une fausse nouvelle, etc., etc. Et il fallait continuer parce qu'il y en a, à cause des pots de banane, en fait, pour résumer, qui n'ont pas été transférés. L'ONU demande aussi à la France de refaire un référendum selon les préceptes de onusiens. Ce qui sous-entend, parce que l'ONU a toujours un langage très policé, très diplomatique, ce qui sous-entend que celui-là n'a pas été correct. Il y a encore d'autres choses. Je vais essayer d'aller vite quand même. Il y a les 18 pays, et c'est pas rien parce qu'il y a l'Australie dedans, et la Nouvelle-Zélande, Fidji, Vanuatu, etc. Les 18 pays du Pacifique se sont réunis en Assemblée Générale en 2022 également, après le référendum, et on dit que ce référendum ne représentait pas la volonté du peuple du pays, et donc ils n'étaient pas d'accord non plus. Donc la seule entité qui le reconnaît, c'est celui qui l'a créé et qui l'a mal fait, et qui a triché, parce qu'il avait pendant une crise de Covid qui nous empêchait de faire une campagne électorale, et d'autant plus les Kanaks, parce que les Kanaks, étant le peuple colonisé, étant plus pauvre,
avaient des comorbidités, avaient été beaucoup plus atteints par le Covid à cette époque-là. Et c'est vraiment une honte, d'un scandale d'État, d'avoir voulu maintenir à tout prix ce troisième référendum en plein milieu du Covid, parce que justement ils savaient que les Kanaks seraient beaucoup plus handicapés que les non-Kanaks pour aller aux urnes, ce qui leur donnait plus de chances de perdre alors qu'ils étaient sur une pente ascendante. Et que pour les mathématiciens, si vous faites le pourcentage du premier référendum sur le deuxième, vous continuez la courbe, et la courbe en se continuant dépasse 50%. Donc c'est là qu'on en est après ce troisième référendum que beaucoup appellent bidon. C'est que la France tient à tout prix à dire nous on a respecté la loi, on a fait 3 référendums. Alors je fais un petit détail quand même sur les 3 référendums parce que je sais que ça interroge beaucoup de gens. Comment ça se fait qu'ils ont été à faire 3 référendums pour décider s'ils veulent être indépendants ou non? En fait, dans l'accord de Nouméa, c'est que si vous lisez l'accord de Nouméa, c'est comme si c'était acquis déjà. Simplement, après 20 ans, la France ne peut pas donner l'indépendance à une partie de son territoire, même s'il est sous mandat d'ONU quelque part, sans qu'il y ait un référendum populaire qui l'entérine. C'est légal. La France ne peut pas décider, tiens, porte cette partie-là, je n'en sais pas. Il faut qu'il y ait un référendum. Et on a dit jusqu'à 3 référendums, parce qu'il disait, si jamais il y a encore quelques hésitations, que des transferts n'ont pas été finis, que des gens ont encore des questions à se poser, ne sont pas sûrs, et ben on va en faire un deuxième, et puis même jusqu'à 3 au cas où. Et on laisse 2 ans entre chacun, pour se ressaisir, pour rediscuter, pour finaliser les choses qui manquent et qui ne sont pas faites. C'était ça le but. Sauf que le troisième a été saboté et qu'il a abouti à un résultat invraisemblable. Qui est qu'il y a 43% de votants à ce troisième référendum, parce que ça a été boycotté par le peuple premier, qui était en fait le premier concerné, ce qui est une absurdité de le valider quand les Kanaks disent non, nous on ne peut pas y aller, c'est pas décent. Voilà où on en est. Merci. Question pour toi, Luc. Qu'est-ce qui, selon toi, ou selon le discours actuel, a déclenché le 13 mai, donc l'insurrection du 13 mai? Alors, je vais parler un petit peu, mais je vais proposer à Mme Nassélé Olga, qui est ici aussi, si elle veut bien prendre la parole sur ce thème-là. Le 13 mai. Ceux qui liront le livre verront qu'il y a... J'ai parlé des pots de banane tout à l'heure. Il y a... Je vous en citais 2 ou 3, mais je ne peux pas être trop long. Alors, il y a le corps... L'accord de Nouméa dit toujours, parce qu'il est toujours en vigueur, que même s'il y a 3 noms par le plus grand des malheurs, des hasards, s'il y a 3 noms au référendum, en fait, la Calédonie ne veut pas l'indépendance, admettons que les Kanaks n'aient pas voulu l'indépendance, ce que les signataires de droite espéraient d'ailleurs. C'était pour ça que cet accord de Nouméa, à mon sens, c'est un pari sur l'intelligence, avait dit Jean-Marie Tjibaou. On pariait sur l'intelligence de tout le monde. Et pour moi, c'est aussi un pari sur la duplicité de la droite. Parce que la droite a signé d'aller vers l'indépendance, tout en se disant, en cours de route, ils vont lâcher et ils vont voir que c'est trop compliqué. Sauf qu'en cours de route, les Kanaks, ils ont été au contraire de plus en plus indépendantistes. Plus ils étaient diplômés, plus ils avaient des capacités, plus ils disaient, on veut prendre en charge le pays. Et c'est là aussi où on trouve le problème actuel. Toutes ces pots de banane, tous ces problèmes-là, ça vient du fait que pour le transfert des compétences, ils ont triché pour empêcher le transfert de compétences. Pour des signes identitaires du pays, ils ont triché en essayant de les empêcher. Que pour l'emploi local, on était censé le développer et qu'à diplôme égal, on prenait un Calédonien plutôt qu'un quelqu'un qui était embauché depuis la métropole. Là aussi, ils ont triché en faisant des faux patentés, en faisant bref, des corps de... Ça a mis la pression. Et en plus, les Kanaks qui étaient de plus en plus diplômés se sont aperçus que quand ils frappaient à la porte d'une entreprise qui était souvent dirigée par des Européens, on les regardait avec un petit sourire méprisant,
Et ce que je dis, je le tiens de Kanak qui me le disent, qu'ils étaient fatigués d'aller chercher du travail quand ils voyaient les petits sourires sous-entendus et les réflexions de leur potentiel employeur. Ils en avaient marre de ça, comme dans la rue, comme dans les boîtes de nuit où ils étaient refusés, etc. Parce qu'il y a un réel racisme, notamment à Nouméa. Et en Rousse aussi. Le qualificatif, je suis désolé pour les Kanaks qui l'entendent encore aujourd'hui, mais il faut le voir en face. Le qualificatif de cafard ou de singe, il est encore en vigueur en 2024. En Nouvelle-Calédonie, je l'entends moi en tant qu'Européen, parce que sur mon front, c'est pas écrit que je suis indépendantiste. Et donc, il y en a qui osent, qui le disent. Et ça, c'est aussi, ça fait partie du problème. Parce que les Kanaks ne sont pas idiots, ils savent très bien que des fois, on les traite comme ça. Mais le gros truc qui a fait le dernier déclenchement, mais c'est pas que ça, c'est le fait que dans l'accord de Nouméa, il est écrit que même s'il y a 3 non au référendum, il n'y aura pas de retour en arrière sur les acquis de l'accord de Nouméa. C'est-à-dire tout ce qui est transféré, ça restera au pays. Le système électoral restera celui du pays. C'est ça qui est écrit dans l'accord de Nouméa. Et M. Macron et son gouvernement disent l'accord de Nouméa est fini, on va le supprimer. Donc maintenant, on peut changer le corps électoral. Mais l'accord de Nouméa, il est toujours en vigueur. Il n'a jamais été aboli, sinon on vivrait sous quel régime actuellement? Il n'y aurait rien. On sera en vide juridique. C'est impossible. L'accord de Nouméa explique que tant qu'il n'y a pas un nouvel accord, c'est l'accord de Nouméa qui prime. On est régi par l'accord de Nouméa. Et donc nous, on ne veut pas d'accord à ce prix-là. Les indépendantistes ne veulent pas un accord où il y aurait listé dedans des choses qui reviennent en arrière, c'est illégal. Alors le truc, c'est illégal d'enfreindre la loi, donc on enlève la loi. Et c'est pas n'importe quelle loi, parce que cette loi, elle est dans la Constitution française. C'est ça le problème. Et donc, la rébellion, il y a eu le 13 mai, c'est le jour où pas le Parlement, mais le Sénat, il avait fait un mois avant, et l'Assemblée nationale a voté pour, oui, on va changer ce corps électoral et on va le rendre puissant, parce qu'avant il était bloqué à 1998. Quelqu'un qui arrive après 1998, il était en quelque sorte résident calédonien et non pas citoyen calédonien, parce qu'il y avait une citoyenneté calédonienne. Et c'est là que le soir, l'exaspération, après des mois et des mois et des mois de manifs énormes, monumentales, pacifiques, les gens ont explosé et c'est parti dans tous les sens. Même nous, on le regrette parce qu'il y a beaucoup de choses qui sont cassées dont on voudrait pouvoir se servir dans l'indépendance. On va remonter tout ça, mais n'empêche que nous, on ne peut pas condamner nos jeunes et nos moins jeunes qui sont partis et qui ont cassé tout ça. Je sais que ce que je dis est un peu difficile, mais c'est impossible pour nous de le condamner, on peut le regretter. Mais ils sont partis, ils ont fait ça, c'est dur pour nous aussi, c'est dur pour tout le monde. Et ça a existé, c'est pas notre responsabilité, c'est la duplicité de la France et des Calédoniens d'extrême droite qui sont là-bas, qui sont, à mon avis, à l'origine.